Alors, nucléarisation du territoire, épisode 3, vous serez venu pour quelque chose. Alors, Socodéi, donc vous avez là une petite illustration d'une aubade que nous avons offert à Socodéi pour sa naissance. C'était quelque chose, c'était le 10 mars 2018 exactement, c'est-à-dire le lendemain de l'anniversaire de Fukushima. Voilà. C'était un petit peu symbolique. Alors, la suite. Alors, je tiens à préciser d'où viennent les sources qui m'amènent à faire cette intervention ce soir. Donc, déjà l'expertise citoyenne de Gilles Roger, donc militant du CEDRA, qui est là ce soir. Alors, ce truc-là, c'est, à mon avis, essentiel. Je ne suis pas, nous ne sommes pas des militants associatifs nécessairement techniciens, ingénieurs, scientifiques dans le milieu du nucléaire, mais nous sommes allés à l'école de la République, nous avons appris à lire, nous avons appris à compter. Nous nous retrouvons ensemble pour discuter de ce que nous lisons, des informations que nous allons chercher, et à partir d'un certain moment, eh bien, toute cette concentration d'informations, cette circulation d'informations entre nous, fait que nous pouvons avoir un discours qui vaut bien celui de ces scientifiques, techniciens et ingénieurs du lobby nucléaire. Voilà. Donc le message à faire passer, c'est que à un moment donné, eh bien, les citoyens sont suffisamment grands, informés et réfléchis pour bien mesurer la situation dans laquelle nous sommes. Donc les autres sources, c'est l'autorité de sûreté nucléaire, le site de Légifrance pour le décret de 2007 du 830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base, et le site de la préfecture de Haute-Marne pour l'arrêté préfectoral qui a autorisé, grosso modo, l'installation de Socodéi à Saint-Dizier. Bien, alors Socodéi, c'est quoi? Donc ça a déjà été dit rapidement, c'est une filiale d'EDF qui a déjà son activité dans le secteur, où sont les papiers qui sont là, voilà, qui a déjà son activité sur la plateforme de Marcoule, que vous connaissez déjà, dans le Gard. En gros, Socodéi, donc dans le Gard, conditionne des déchets liquides, déchets solides, qui nous arrivent dans les centres de l'Aube. Voilà, donc il y a déjà un lien entre Socodéi et notre coin ici, par son activité qui existe là-bas. Donc Centraco, à Marcoule, est une installation nucléaire de base. Alors j'insiste sur ces termes parce qu'à travers Socodéi, on peut mesurer à quel point le secteur nucléaire, enfin la filière nucléaire, s'y entend pour nous faire passer des vessies pour des lanternes. Voilà. Donc on enregistre bien Centraco INB numéro 160, répertorié par l'autorité de sûreté nucléaire et donc sous surveillance de l'autorité de sûreté nucléaire. Donc le site de Saint-Dizier a été construit par EDF et il sera exploité par sa filiale Socodéi. Il s'agit d'une base de maintenance et d'entreposage de machines d'outillage provenant des centrales nucléaires. Donc, machines, outillage provenant des centrales. Pourquoi faire? Donc ça a déjà été dit aussi, pour assurer le grand carénage. Ce fameux grand carénage qui va ajouter 20 à 30 ans de vie à des centrales nucléaires qui étaient conçues pour durer 40 ans. En sachant que la construction des réacteurs nucléaires s'étale entre les années 70 et 80, donc nous arrivons, pour une bonne partie de ces réacteurs, à leur fin de vie. Et au lieu de les arrêter sagement, donc la filière nucléaire décide d'en poursuivre l'exploitation. Et pour répondre à des exigences de sécurité que la catastrophe de Fukushima est venue, je dirais, impulser dans l'histoire,
eh bien, on va donc mettre en place ce grand carénage. Alors, là aussi, les mots ont du poids pour s'y entendre, hein, pour nous fourvoyer dans les images. On imagine qu'on va mettre comme ça un grand couvercle qui va renforcer la sécurité de ces centrales. Non, une centrale nucléaire, grosso modo, c'est une cocotte minute. On fait bouillir de l'eau avec du feu nucléaire. Et donc, il y a des tuyauteries, il y a des circuits, et avec des outils, avec des machines qui seront utilisées par les intervenants, par les sous-traitants. On va aller faire des réparations ici ou là, on va changer des pièces. Et donc, par la force des choses, ces machines, ces outils vont être contaminés. Et c'est donc ces outils qui auront servi pour l'essentiel, pour la période du grand carénage, à intervenir dans les centrales, qui vont être rapatriés sur la base de Saint-Dizier pour être reconditionnés, décontaminés. Alors, cette activité de conditionnement, de reconditionnement, de décontamination, d'outillage qui servent à intervenir dans les centrales existe déjà. Donc ça existe donc sur l'installation nucléaire de base numéro 157, qui est la base chaude opérationnelle du Tricastin, dans la Drôme. Tricastin qui est un nom que vous connaissez bien, puisqu'il y a une centrale qui est implantée là-bas. Et telle que la base SOCODEI est dimensionnée, SOCODEI va tripler l'activité donc, qui existe déjà sur cette BCOT, la base chaude opérationnelle du Tricastin. On va dire BCOT pour faire vite. Installation nucléaire de base, nous sommes bien d'accord. Donc surveillée en tant qu'activité singulière liée à l'activité nucléaire par l'autorité de sûreté nucléaire. Nous sommes d'accord. Alors, donc cette base SOCODEI est conçue comment? Donc elle va tripler la capacité. Donc SOCODEI va remplacer l'activité de la BCOT et à partir de 2020, SOCODEI va prendre la place de la BCOT puisque celle-ci va fermer. Donc, potentiellement, le grand carénage qui va être opéré sur les 58 réacteurs français, l'outillage qui va servir à opérer ce grand carénage, potentiellement va arriver sur Saint-Dizier. Donc ça donne une idée, là aussi, comme pouvait le laisser entendre notre ami pour Unitech, de toute l'activité que ça va générer sur le coin et de tout cet arrivage. Et donc, pour cela, on a un site qui fait grosso modo 15 000 m² et qui peut recevoir jusqu'à 97 000 m³ de matière. Voilà. L'activité sur le site, proprement dit, c'est, enfin, pas sur le site exactement, mais cette activité du grand carénage, c'est grosso modo 3 acteurs. Vous avez donc EDF, le grand Manitou, qui délègue ce grand carénage auprès de sociétés sous-traitantes. Et ce sont les sociétés sous-traitantes qui vont venir avec leur matériel contaminé et leur personnel pour opérer à Saint-Dizier sur cette base de SOCODEI. SOCODEI ayant pour l'essentiel une activité de logistique, de gestion de flux, bien évidemment de maintenance de leurs propres locaux, mais SOCODEI ne va pas intervenir directement dans cette activité de reconditionnement et de décontamination du matériel utilisé pour le grand carénage. Je suis clair, excusez-moi, hein, si vous intervenez si je vous embrouille.
Voilà. Donc, jusque-là, tout va à peu près bien. Sauf que si vous avez pris le temps de lire cette diapo, il y a une grosse anomalie. Oui. Voilà. Là-bas, nous sommes bien partis d'une activité base chaude opérationnelle du Tricastin, qui est une installation nucléaire de base, surveillée, contrôlée par la l'ASN. À Saint-Dizier, nous passons sur une ICPE. Une ICPE, si vous habitez à la campagne, c'est l'exploitation agricole que vous avez à côté de chez vous. C'est la station-service quand vous allez faire le plein du véhicule. Et, comme l'a dit, excuse-moi, j'ai pas retenu ton prénom, Thomas, c'est contrôlé par la DREAL, c'est-à-dire une administration régionale. Voilà. Donc, par arrêté préfectoral, ce fameux arrêté du 26 février 2016, donc la base de Saint-Dizier a été habilitée à recevoir plus de radionucléides que n'en recevait la base chaude opérationnelle du Tricastin. D'accord ? Entre autres, même si ça n'est que résiduel, mais ça c'est une garantie que se donne la filière nucléaire, il peut arriver des miettes de plutonium à Saint-Dizier. Le plutonium, donc, c'est la matière principale des bombes nucléaires. D'ailleurs, pour la petite histoire, finalement, je le dis en passant, mais le nucléaire civil, sa vocation au départ, c'est de produire du plutonium pour fabriquer l'arme nucléaire. Quand même. Bien. Ça vaut le coup de le rappeler de temps en temps. Donc, on se doute bien que les normes de contrôle entre une installation nucléaire de base et une simple installation classée pour la protection de l'environnement ne seront pas de même, enfin, les contrôles ne seront pas du même niveau. Tout du moins, il est permis d'avoir un énorme doute là-dessus. Comment seront faits les contrôles? Qui va contrôler? Voilà. Donc, si on se résume, la base Socodéi de Saint-Dizier, une ICPE, complète déjà et va remplacer à terme la base chaude opérationnelle du Tricastin, qui est une INB, en pouvant traiter des radionucléides plus que n'en traitait la BCOT, que la BCOT donc ne traitait pas, tout en n'étant pas contrainte à l'exigence de contrôle d'une INB, parce qu'on n'a affaire que à une ICPE. L'art de faire prendre des vessies pour des lanternes. Tricastin a été vérifié par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, moralité, on a dans cette histoire-là un beau tour de passe-passe. Et ceci pourquoi? 500 emplois? 800? Bah non, 70. Donc c'est un peu plus que tout à l'heure. Sur la diapo précédente, c'était 50. Allez, on gagne 20. Allez. Et 200 dans les périodes d'activité les plus intenses. Pardon? À côté de Mico, ouais. Alors, effectivement, si on rajoute comme ça, au fur et à mesure, quelques cerises sur le gâteau, on a donc Mico qui est à proximité, on a aussi l'hôpital, l'hôpital de Saint-Dizier.
voulez prendre le temps de lire. Donc déjà, on apprend que... Donc ça, c'est un extrait de l'arrêté préfectoral, signé par le préfet de Haut-Rhin. Donc on apprend que ce CODEI n'est pas un site Céveso. Bon, ok. Vous avez que c'est bien une ICPE. Et vous avez la liste des radionucléides qui sont habilités à rentrer dans ce site, avec notamment plutonium 238, 239, 240, américium 241. Rien que des ingrédients qu'on utilise favorablement pour faire la galette. Voilà. Et puisqu'il faut faire quand même relativement vite, parce que ça fait déjà pas mal de temps que nous tenons le micro. Donc, je terminerai, moi en tout cas, par cet argument. Ce CODEI promet 70 emplois. Combien d'emplois ont été supprimés à Saint-Dizier depuis que l'enfouissement est en chantier sur le labo de Bure, depuis la fin des années 90? Si on ne prend que 3 entreprises relativement emblématiques de cette ville, donc devant le textile, ça a été une perte sèche de 280 salariés en 2000. Si on prend Mico, donc agroalimentaire, voilà, c'est bien connu qu'on n'a plus envie de manger de glace. Donc du coup, on passe de 500 à 200 salariés, donc on en perd 300. Si on prend McCormick, qui fait malheureusement l'actualité à l'heure actuelle, on passe de 760, je parle, les premiers chiffres c'est fin 90-2000, on est bien d'accord. On passe de 560 à 114 actuellement. Pardon ? Moins 80 bientôt. Et voilà, moins 80 bientôt. Et si, allez, on est quand même, je veux dire, on n'est pas que mauvais joueurs. On va dire que pendant ce temps-là, Yanmar, donc une usine qui construit des petites machines de chantier, a créé, en tout cas actuellement, il y a 340 salariés à Yanmar. Mais si on additionne les plus et les moins, on arrive à moins 800. Voilà, d'accord ? Donc, l'accompagnement économique que nous fait miroiter royalement les acteurs du nucléaire, donc en commençant par EDF, mais aussi Orano, le CEA, au bout du compte, voilà, on va dire c'est que du flan. C'est que du flan. Alors, il y a un acteur dont moi je n'ai pas parlé là, dans mon intervention, que je n'ai pas évoqué, ce sont les élus. Ah oui, parce que les élus locaux, ils ont bien quelque chose à voir dans l'histoire. Alors on va tout simplement profiter de la présence de Dominique Laurent, le maire de Bettencourt, qui siège bien évidemment à la communauté d'Aglo, et qui va nous raconter en quelques mots comment ce CODEI a été traité par les élus du coin, et comment lui a pu visiter dernièrement ce CODEI. Oui, bonsoir. Donc comment ça a été traité, en fin de compte, au niveau, je vais passer là-bas parce que vous allez avoir le torticolis. Donc au niveau de la communauté d'Aglo, en fin de compte, c'est passé assez simplement. C'était une vente de terrain. En fin de compte, ce qui intéressait l'Aglo, c'est qu'on vendait du terrain à EDF pour une plateforme de maintenance. Mais il n'y avait pas beaucoup plus d'explications sur le sujet. Donc on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer dans cette société de maintenance. Maintenant, moi je l'ai visité, cette société de maintenance, là, c'est ce que j'ai dit à Daniel. Alors, c'est pas très rassurant. Parce qu'en fin de compte, quand vous visitez la société, vous avez une grande coquille vide, il n'y a absolument rien dans le bâtiment. Le bâtiment où on va travailler, donc on va reprendre les pièces, il n'y a absolument rien. Par contre, vous avez, si vous voulez accéder à cette partie coquille vide, vous montez un escalier, là vous arrivez dans un premier vestiaire, vous sortez du vestiaire en slip, t-shirt et chaussettes,
Vous passez dans un deuxième vestiaire, où là, vous allez avoir un habillement un peu plus complet pour pouvoir aller travailler. Et là, après, vous pouvez aller travailler, vous allez descendre un escalier qui va vous emmener dans la zone de maintenance. Dans la zone de maintenance, en fonction du taux de radioactivité de certaines pièces, ça va être dans des containers où c'est des protections supplémentaires qu'il va falloir réaliser pour pouvoir travailler sur cette pièce-là. Et après, donc, les employés, quand ils vont vouloir ressortir de cet atelier-là, ils vont prendre un autre escalier qui ne sera pas le même que ceux pour lesquels ils ont descendu. Il ne faut surtout pas que les personnes se croisent. Hein, certaines peuvent avoir de la radioactivité sur eux. Il y a un premier sas hein, où on a un contrôle des pieds et des mains pour connaître le taux de radioactivité. Vous rentrez après dans un deuxième partie, vous avez un vestiaire où vous déshabillez. Troisième partie, vous prenez votre douche. Quatrième partie, vous vous rhabillez. Et seulement après, vous pouvez sortir. Savoir que par exemple, dans cette partie-là, il n'y a pas de sanitaire. Les sanitaires sont vraiment à l'extérieur. À l'extérieur, mais dans un endroit bien précis, parce qu'il faut savoir que tout ce qui va sortir des sanitaires va être récupéré et va arriver dans des citernes. Ces citernes-là, en fin de compte, on va puiser après ce qu'il y a dans ces citernes-là, et ça va être envoyé dans le sud de la France pour traitement. Il n'y a pas de lien avec les réseaux d'eau usée de la ville ou de l'agglo. Donc ça montre bien quand même que c'est pas top. Hein. Il y a des bureaux juste à côté des vestiaires, avec des fenêtres qui donnent sur l'atelier. Il y a du triple vitrage hein, pour ces fenêtres-là, avec toute une bordure plomb hein, pour protéger la zone de bureau. Voilà. Tous ceux qui vont travailler à l'intérieur, ça va être un milieu un petit peu sous vide. Hein. On n'ouvre pas, on n'aère pas comme on veut. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, toute l'air qui va être récupérée, il y a un système de filtration. Il y a 4 filtres différents pour filtrer de l'air qui est dans ce grand bâtiment. Et bon, les filtres, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je ne suis pas certain qu'il n'y aura quand même pas des rejets. Hein. Donc ça sera des choses qu'il va falloir que nous, on contrôle. Pour la petite histoire, j'ai quand même appris que cette semaine, hein, il y a déjà des containers qui sont arrivés. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a déjà des containers qui sont là. Et que le système de filtration n'est pas aux normes. Donc il y a un recours d'EDF vis-à-vis du constructeur, parce que le système de filtration n'est pas aux normes. Et le système de traitement des eaux usées est défectueux. Voilà. Hein, donc c'est quand même à savoir. Hein, bon, voilà. Hein, donc, alors ce que disait Daniel par rapport au contrôle aussi du CPE, l'ADREAL, c'est qu'en fin de compte, il y a aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a une fréquence des contrôles qui est beaucoup plus grande, donc c'est tous les 5-6 ans, ou voire même plus. Hein. C'est pas du tout les mêmes contrôles en fonction du taux voilà, donc l'autre taux. Voilà. Ce que je voulais vous dire, moi, de ce CODEI. Maintenant, je voudrais revenir un petit peu aussi, alors je vais profiter que j'ai le micro, hein, Daniel. Je voulais revenir par rapport au GIP, hein, à l'argent du GIP. Hein, tout à l'heure, on en a parlé, c'est plus de 680 millions d'euros qui ont déjà été distribués. Hein, c'est énorme. Normalement, ça devrait provoquer un développement économique. Vous le constatez, le développement économique. Hein. Il est vraiment important, le développement économique. Hein. En fin de compte, on s'aperçoit que le territoire, il continue à chuter. Moi, j'appelle pas ça de l'argent pour du développement économique, j'appelle ça des soins palliatifs. Hein. On est en train de nous aider tranquillement à finir de mourir. Hein. On s'aperçoit que dans cet argent-là qui vient du GIP, par exemple, le GIP, c'est quoi? C'est comme a dit tout à l'heure Irène. Elle nous a dit que, en fin de compte, c'était les fournisseurs de déchets qui finançaient. Et en fin de compte, on s'aperçoit aussi que c'est eux-mêmes qui tapent dans la gamelle. C'est-à-dire que pour financer leurs projets, hein, des projets comme ça, ils demandent des subventions. Et ils obtiennent des subventions. C'est complètement fou qu'ils puissent financer parce qu'ils sont producteurs et en même temps qu'ils profitent
de l'opération. On s'aperçoit, par exemple, moi j'ai reçu cette semaine monsieur Sabatier, qui est d'EDF, et qui est venu me voir en me disant, monsieur le maire, vous avez sûrement des projets dans votre commune, vous avez sûrement besoin d'argent. Malgré tout, il est venu me voir, mais en me disant, celui-là, à mon avis, ça ne va pas bien aller. Donc bon, c'est tout. Il est venu me voir quand même, il a été super intéressant à écouter. Et puis, on a appris pas mal de choses, quoi. Et puis, il me dit, mais déjà, il m'a dit, bon, vous êtes peut-être contre le projet, mais prenez l'argent, quoi. Il dit, c'est pas parce que vous allez prendre de l'argent qu'on va vous faire signer un papier comme quoi vous êtes pour le projet. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai dit, non, c'est comme ça, voilà, il faut être droit, et puis c'est tout. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, parce que vous avez vu le 20h où il y a eu une petite intervention, et puis moi j'ai des habitants qui me disent, mais le maire il nous dit qu'on n'a pas de sous, il ne prend pas des subventions. Mais non, c'est pas grave, on leur expliquera qu'on n'a peut-être pas besoin de ça pour vivre. Donc pour revenir donc, au financement, on s'aperçoit aussi qu'ils se financent. Par exemple, si on cite ce qu'il me disait aussi, c'est que vous savez que l'entreprise Hachette et Driou a eu des soucis, a été rachetée par Bussy, hein, les fonderies de Bussy. En fin de compte, ça a été racheté grâce à des financements du GIP, et ils en ont profité, EDF, pour rentrer dans le capital de l'entreprise. Voilà. Donc, à mon avis, un jour, on va trouver des aciers qui ne vont pas être top. Hein. Et puis, vous apercevez aussi qu'il y a eu plus de 900 000 € qui ont été donnés à une entreprise des Alpes, hein, je ne sais plus si Savoie ou Haute-Savoie. C'est une entreprise qui va travailler pour construire le funiculaire qui va normalement descendre les déchets au fond du trou. Voilà. Donc ils ont quand même aussi touché 900 000 € pour travailler sur le projet. C'est eux les producteurs qui se donnent de l'argent ou qui donnent de l'argent aux copains pour travailler toujours dans le même... Je trouve que ça c'est super récurrent. Hein. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à l'argent du GIP. Puis je suis pas tout à fait d'accord pour dire que les élus sont vraiment contre. Hein. Moi je pense que les élus de Haute-Marne et de Meuse, au contraire, ils accueillent le projet, et ça a été confirmé aussi par M. Sabatier. Hein, il trouve que, lui-même, il m'a dit, moi je trouve que c'est regrettable, parce que j'entends des élus qui me disent, mais amenez-nous des implantations nouvelles. Voilà, on a des élus qui demandent des implantations nouvelles en Haute-Marne et en Meuse. Hein, ça va être dur, hein, si vous êtes opposant à tous ces projets. On a du boulot encore devant nous, hein. Ça c'est clair. Hein. Ils veulent des implantations nouvelles, mais je trouve que de toute manière, maintenant on a des élus, c'est des assistés. Voilà, hein, ils sont sous perfusion, et en plus de ça, ils ne vont même pas chercher un autre type d'industrie, ils attendent que des industries du nucléaire. Voilà, hein, ça je trouve que c'est lamentable. Et on s'aperçoit, si je fais maintenant le lien avec un autre dossier qui a été évoqué tout à l'heure, c'est Unitech. Unitech, eh ben, en fin de compte, c'est vraiment... pareil, le dossier de la laverie, c'est quelque chose d'inadmissible. Hein, quand vous pensez, ce qu'a dit sûrement Thomas tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un permis de construire qui a été signé le 16 avril. Avant, 5 jours avant, il y avait un avis défavorable de l'ARS et qui mentionnait, alors si vous avez vu le journal, il mentionnait deux choses. Monsieur Grisot, il mentionnait que l'entreprise allait faire du bruit et que c'était à côté du cimetière, ça allait être nuisible. Et la deuxième chose, il l'a passé en deux, il a quand même mentionné qu'il y avait un avis défavorable parce que le rejet se situait dans la zone de captage de la commune de Vecqueville. Hein, c'est des eaux de captage pour l'eau potable. Hein, et se situait, et ça, il le passe en deuxième position, mais c'est la position, pour moi, c'est la remarque la plus importante. C'est la remarque la plus importante. Hein, c'est quand même inadmissible. Alors, je vous dis, le 11 avril, il y a un avis de l'ARS. Hein. Le maire de Vecqueville, il n'a jamais été informé comme quoi Unitech avait décidé d'envoyer les eaux de ses rejets dans le secteur de la zone de captage de Vecqueville. Jamais les services de l'État ne sont venus le voir. Il n'y a que les opposants qui sont allés voir le maire de Vecqueville et puis qui lui ont dit, mais attendez voir, vous avez vu, on va vous envoyer, vous allez avoir les rejets dans votre commune. Si vous lisez le journal de la Haute-Marne du début novembre, je ne connais plus la date précise, au début novembre, le maire de Vecqueville a été interrogé par son conseil municipal
Ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que c'est que tu as comme information? Il a répondu qu'il venait justement d'aller voir le service de la sous-préfecture pour avoir des informations sur les rejets qu'il y allait avoir dans sa commune. Les services de sous-préfecture, ils ont dit, mais attendez voir, on ne peut pas vous donner des actes d'information, on attend que le dossier soit finalisé, bon, on vous renseignera quand on... Mais c'est un manque de respect des élus, mais c'est incroyable, quoi. C'est impensable. C'est impensable. Donc, pour revenir sur Unitech, on s'aperçoit aussi, par rapport au GIP, c'est qu'il y a déjà beaucoup de communes qui ont pris des délibérations contre ce projet. Alors, on a Giffaumont qui a pris une délibération contre le projet, on a Sainte-Marie-du-Lac qui a pris une délibération contre le projet, on a Dronay qui a pris une délibération contre le projet, on va avoir d'ici peu Arigny, donc on a pas mal de communes qui sont autour du DER. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voient le volet aussi touristique, hein, parce que 40 emplois créés là, le tourisme c'est 700 emplois. Et on s'aperçoit aussi que pourquoi ils prennent rapidement des délibérations? Parce que la Marne ne touche pas de l'argent du GIP. Donc ils ne sont pas tenus par l'argent du GIP. Donc pour eux, ça ne pose pas de problème. Hein? Alors que chez nous, la Haute-Marne, c'est plus compliqué. Bon, moi je suis assez optimiste parce qu'on avance bien. Hein, je me suis permis d'aller voir quand même certains maires et puis de leur dire, attendez voir, vous savez ce qu'on va nous envoyer. Hein. Et donc on a le maire de notre commune, on a pris une délibération contre, on a commencé. Donc on a le maire de Roche-sur-Marne qui a pris une délibération contre avec un article assez bien dans la presse. On a le maire de Chamouillet qui va prendre une délibération, donc la commune de Chamouillet qui va prendre une délibération contre le projet. Valcourt va prendre une délibération contre le projet. Narcy va prendre une délibération contre le projet. J'espère, hein, mais bon, je pense que quand les maires m'invitent et puis ils me disent bon, mais ça va se faire, c'est que j'y crois. On a aussi donc d'autres maires qui m'ont invité hein, prochainement, le maire d'Alimicourt, qui veut aussi prendre une délibération contre le projet. Je travaille aussi avec le maire de Moilin. Rachecourt-sur-Marne, il m'a dit qu'elle allait prendre une délibération contre le projet. Donc petit à petit, on avance. Et l'agence Seine. Alors l'agence Seine, en fin de compte, ils ont été aussi contactés, aussi bien par le maire de Giffaumont que par l'association. Hein, et donc ils sont quand même préoccupés par le dossier. Et ils vont demander un complément d'information aussi par rapport à tous les rejets. Hein. Voilà. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, c'est pareil, on a parlé de 30 millions de litres d'eau. C'est pas parlant pour moi. 30 millions de litres d'eau, je compare moi par rapport à la consommation de ma commune. On a 1800 habitants, 80 000 mètres cubes d'eau par an. Donc, 30 millions de litres d'eau, ça représente la consommation d'une commune de à peu près 600 à 700 habitants. Hein, si on prend par rapport à l'équivalence de ma commune. 600-700 habitants, c'est énorme quand même. 600-700 habitants qui vont être prélevés pour l'entreprise Unitech. Et en fin de compte, cette eau-là, contrairement, elle ne va pas servir à l'arrosage des jardins et des choses comme ça. Hein, c'est pratique dans nos communes aussi de temps en temps. Mais elle va servir à laver et elle va être rejetée. Donc ça va être quand même pas mal d'eau qui vont être rejetées dans la rivière. Je suis pas un humoriste, mais ça me rappelle un petit peu aussi quand même Coluche. Et puis en même temps, je ferai un parallèle. Parce qu'en fin de compte, Coluche, il parlait des publicités pour les lessives, Homo. Et je ne sais plus si ces Homo étaient fabriqués par Unilever. Et maintenant, donc avec sa lessive anti-redéposition, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là maintenant, on n'a plus Unilever, mais on a Unitech qui va laver le linge. Hein, et puis qui va sûrement, je sais pas, la radioactivité va sûrement être pareil comme anti-redéposition, hein, avec sûrement des produits qui vont pouvoir, des gélifiants qui vont pouvoir piéger la pollution, et on va laver l'eau pour pouvoir vous la rendre plus propre que celle que vont nous accuser. Voilà, hein, c'est un petit peu, on est en train de nous amuser, quoi. Hein, voilà. Et pour revenir sur Unitech, donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de communes, mais il en manque une quand même. C'est celle de Saint-Dizier. C'est celle de Saint-Dizier. Et on aimerait bien quand même avoir des volontaires pour essayer de travailler justement pour que Saint-Dizier, ou que la population force un petit peu la commune de Saint-Dizier
à faire le bon choix et de dire non. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a le cahier de doléances. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fin de compte, le GIP avait permis à Ferry Capitaine d'acheter, de racheter Hachette Driou, Robert Dehaut, mairie de Saint-Dizier. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Moi, je lui en ai parlé, mais c'est compliqué, hein, je peux vous le dire. Hein. Donc maintenant, j'espère qu'il y a des élus quand même du conseil municipal, et à mon avis, ils seront sensibles. Donc s'ils ne sont pas sensibles, ben, c'est peut-être à nous. Et donc on est quelques-uns, avec Michel aussi là-bas, qui est ambassadrice de Haute-Marne et qui veut aussi travailler et essayer de faire un groupe sur le secteur de Saint-Dizier. On doit se réunir prochainement. Et ceux qui veulent nous rejoindre pour essayer de faire bouger les choses, ben, faites-le. Je signale aussi que sur Vitry-le-François, le maire, ben, il est sensible aussi, qui serait prêt à prendre une délibération, sachant que sa femme, maire d'Arigny, elle va prendre une délibération. Donc on espère bien que lui va suivre sa femme et qu'au sein de la ville de Vitry, et voire même de la communauté de communes de Vitry, il va y avoir une délibération contre ce projet. Donc voilà, moi j'appelle au volontariat, si vous voulez travailler sur Saint-Dizier contre Unitec, eh ben, n'hésitez pas.